Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Clip Performance. Alors tout de suite, vous voyez épisode 2, donc je ne suis ni Darth Vader et mon compagnon n'est pas non plus Han Solo. Mais il fait effectivement suite à un premier épisode qui était dédié aux conditions de succès d'un projet EPM à prendre en compte dès les phases amont, c'est-à-dire dès avant le lancement du projet, les phases avant-projet. Ici, cet épisode va être consacré aux pratiques à l'intérieur même du projet, de manière intrinsèque, pendant le build, pendant le développement, pendant la réalisation. Alors, un petit peu de présentation d'abord. Gonzague. Merci Patrice. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de partager avec vous ce deuxième webinaire dédié aux bonnes pratiques. Alors, je suis Gonzague Delattre, moi j'accompagne plusieurs de nos clients sur de la direction de projets EPM autour de différentes technologies. Je suis chez Clip Performance depuis un peu plus d'1 an et j'ai un long passé dans le monde du retail, sur des postes opérationnels, dans des points de vente, dans des directions produits, sur du contrôle de gestion et puis à l'international sur une direction financière pour des projets de remplacement de solutions EPM, qu'ils soient conso ou FP&A ou d'élaboration budgétaire à l'international. Ok, donc Patrice Godard, je dirige l'advisory chez Clip Performance. Auparavant, j'ai travaillé chez un éditeur, j'ai fait du conseil, de la réalisation et j'ai été directeur d'un contrôle de gestion. Et maintenant, je m'occupe de tout ce qui est cadrage et choix, donc phase amont que j'évoquais en introduction, et également de direction de programme, un peu comme Gonzague. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un peu d'infrastructure, si je puis dire. Vous aurez peut-être des questions pendant cet épisode 2 de 45 minutes. Donc, on va essayer de se restreindre, Gonzague et moi, à une quarantaine de minutes pour vous laisser quelques minutes pour poser vos questions et pour nous laisser le temps d'y répondre le mieux possible. Donc, merci de poser vos questions dans le chat que vous avez sur votre écran sur la droite et nous répondrons à vos questions, évidemment. Sans plus attendre, un point sur le plan, bien sûr, sur l'agenda, sur le sommaire que l'on vous propose aujourd'hui. Donc, on va dérouler ces fameuses bonnes pratiques. Vous voyez qu'elles sont sur différents plans. En introduction, je rappellerai juste la partie fait générateur, c'est-à-dire en clair pourquoi lancer ce genre de projet et quels sont les itinéraires un peu des clients et des clientes qui s'adonnent à cet exercice. Et puis, on observera un peu la pile de bonnes pratiques, si je puis dire, depuis les aspects organisationnels que Gonzague présentera, jusque l'efficacité technologique, en passant par des critères de gestion de changement, de découpage projet, et évidemment, on manipule de la donnée tous les jours. Vous vous doutez bien qu'on va faire un petit chapitre sur ce sujet. Alors, en introduction, je disais, mais quels sont les chemins principaux que les clients, clientes, prospects empruntent pour arriver à ce changement d'outil et où cette transformation finance. Alors, tout est dans le titre, en fait, cette ambiguïté réside là. Des gens qui sont primo-accédants à de l'EPM, généralement, vont dire « j'ai un problème, donc je cherche une solution ». Ça paraît assez rationnel. Donc, ils vont arriver là par le biais soit d'un manque d'outils, soit la possession de solutions qui, en fait, ont un terme. On pense évidemment aux deux grands historiques, SAP et Oracle, entre autres. Même pas seulement. On peut trouver encore d'autres installations assez anciennes. Alors, quand je dis ancienne, c'est pas juste que la roadmap est assez pauvre, assez faible, c'est que souvent, évidemment, vos organisations ont vécu, elles ont respiré, elles ont changé de périmètre, de responsabilité fréquemment. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez sédimenté un certain nombre de paramétrages qui ne sont pas plus forcément très, très à jour, au sens où ils se sont accumulés dans l'applicatif et qui, effectivement, s'est alourdi de l'ensemble de ces transformations. Ça, c'est la première approche assez classique. Et puis, généralement, le client se rend rapidement compte que s'il veut soit changer une conso, soit changer un module budgétaire, il va en profiter pour lifter, faire plus que lifter souvent, autre chose que la technologie, et donc ces processus. Et donc, on va tomber sur les aspects, évidemment, organisationnels qu'on évoquera par la suite. Mais le deuxième chemin, c'est j'ai un gros problème de fédération de ma fonction finance, j'aimerais quand même bien que les gens bossent de la même manière. Donc, il n'y a pas que des critères d'obsolescence, évidemment, qui stimulent ce marché. Il y a aussi des critères, on va dire, d'environnement au sens large. Je ne pense pas juste au changement climatique, évidemment.
Donc, ça peut être une digitalisation de la fonction, ça peut être une digitalisation des clients, ça peut être des changements de normes, des IFRS successifs. Et puis, de manière plus intrinsèque, ça peut être une volonté stratégique de changer un mode de pilotage en l'approfondissant sur le plan analytique, par exemple. Donc, ici, on voit bien que, vous voyez bien les deux mains qui se rejoignent, bien entendu, une transformation finance finit toujours par se décliner dans des solutions, pas seulement EPM, mais ici, c'est le but de ce séminaire, c'est son périmètre. Et de la même manière, des gens qui, symétriquement, sont arrivés par les solutions, bien souvent, très souvent, quasiment toujours se rendre compte qu'il y a des problèmes en amont à résoudre avant d'aller implanter une nouvelle solution. Alors, ça les impacte, on l'a vu, sur beaucoup de plans. Et le premier plan que nous allons voir maintenant avec Gonzague concerne la gouvernance et les rôles des différents acteurs à impliquer dans le projet. Merci Patrice. Alors, effectivement, l'un des aspects les plus importants pour nous dans la réussite d'un projet de transformation EPM réside dans la responsabilité des acteurs qui sont impactés. Alors, nous avons choisi de faire le focus sur 6 thèmes, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Tout d'abord, un projet, il est réussi quand il est sponsorisé. Il doit être relayé aux plus hautes instances par la direction générale. Il doit être soutenu, évoqué dans la stratégie de transformation qui est souvent digitale de l'entreprise. Son rôle est de donner de l'élan à tous les échelons, de valider les priorités, donc de donner de l'énergie et du rythme au projet. Alors, si nous continuons dans l'ordre du cadran, nous avons le rôle de la data sur la partie droite. Celui-ci, finalement, il est triple. Tout d'abord, il doit répondre aux besoins des consommateurs de la donnée en couvrant un spectre large de besoins fonctionnels. Et pour autant, il convient de mettre en place une gouvernance autour des couches applicatives, identifier les sources, mettre en place des socles qui peuvent être distincts ou communs. Dans tous les cas, il faut que ce soit organisé et puis contrôlé également. Alors ensuite, une fois qu'on a identifié quelle data est nécessaire, il faut mettre en place des flux, alors qu'ils soient solides pour garantir à la fois l'herméticité de la donnée et la rapidité d'intégration. Alors, toutes les solutions technologiques offrent désormais de multiples connecteurs, mais même pour de simples imports de fichiers, pensez à embarquer des architectes IT pour ce sujet de flux dès le début du projet. Donc ça, c'est important. Et puis enfin, ce qu'on voudrait aussi souligner, c'est qu'une data de qualité, ça permet de fédérer les utilisateurs. Ça permet de leur donner confiance dans le système applicatif et la volonté d'utiliser ce qui est mis à leur disposition. Alors, on a tous déjà entendu l'application, finalement, elle est nulle, je ne retrouve pas mes données. Donc, vous voyez bien que ce rôle de qualité de données, il est vraiment très, très important. Alors ensuite, nous venons d'aborder donc la notion d'architecte, et puis dans ce troisième volet, on veut insister aussi sur la responsabilité de l'architecture technique, de la sécurité. La réussite, elle passe aussi par le fait d'avoir mis en place une solution dans le standard du logiciel. Alors souvent, parce que on se pense tous différents, on cherche à tordre un peu les applicatifs pour répondre à des particularités qui ne sont pas toujours motivées. Et puis dès qu'il faut apporter une évolution, il y a des effets de bord. Et puis tout ça, ça a des impacts sur la maintenance future, des régressions même, des rapidités de mise en œuvre qui sont détériorées, ainsi que des performances. Donc attention, restons dans les standards. Autre sujet souvent d'actualité, c'est la sécurité informatique. Elle est de plus en plus présente dans nos entreprises. Elle est inconcevable, il est inconcevable de faire sans, évidemment. Alors, tous les éditeurs proposent des protocoles qui sont éprouvés et très techniques. Ne pas oublier d'adresser ce sujet dès le début du projet pour ne pas qu'on crée un no-go au moment où vous avez mis vos applications fonctionnelles en route. Et donc, il faut lever le doute de suite. Sur le 4e et le 5 plan, nous avons distingué 2 assistances pour accompagner la bonne marche du projet. Alors, le rôle de la MOE et de l'éditeur porte sur les spécifications, les développements, les livraisons. Alors, c'est évidemment de leur responsabilité, mais ça vous demande de prendre le temps de bien valider ce qui sera mis en œuvre, car même si la MOE elle a une bonne connaissance du monde de l'entreprise, de par l'ensemble de ses expériences, la connaissance intime du fonctionnement de votre entreprise, il n'est que chez vous. Et donc, c'est important de passer du temps à bien valider ce qui est fourni dans l'ensemble des livrables. Et puis, il y a un outil qui est à bien calibrer, en ce qui concerne tous les acteurs, c'est le RACI. Et donc, il faut s'accorder sur un RACI qui soit clair, partagé, le qui fait quoi, qui valide. Alors, pour sa part, le dispositif AMOA ne doit pas être une variable d'ajustement. Son rôle dans la gestion de projet,
dans la qualité des comptes rendus, il sera majeur dans la fluidité des échanges, le respect du planning et donc la sollicitation moindre de vos utilisateurs qui sont souvent occupés par le quotidien, par le run des applications. Et puis enfin, l'organisation des UAT, donc la recette fonctionnelle, autrement dit, l'ensemble de préparation des jeux de test, les scénarios, tout ça, ça prend du temps et ça s'anticipe. Et c'est pour ça qu'il faut dédier ce temps-là à une MOA qui soit distincte. Enfin, et puis je pense qu'on aurait pu aussi commencer par ce point-là, la réussite d'un projet EPM ne se fêtera que si tous les acteurs, tous les métiers concernés ont été au moins sollicités dans leur questionnement ou via leur expression de besoin, sur la connaissance de leur parcours utilisateur, dans la mise en œuvre de leur métier, de l'intérêt qu'ils portent à l'interface, à l'ergonomie de l'application. Alors maintenant qu'on a rappelé les responsabilités et les rôles des acteurs, le projet peut démarrer. Un sujet qui peut être chronophage et qui, s'il n'est pas pris en charge dès le démarrage, peut faire basculer de la réussite à l'échec, être désastreux en termes d'utilisation de l'application, même la plus belle application possible que vous auriez pu mettre en place. Et pour s'assurer que ce soit une réussite, ce sujet, Patrice, c'est comment on optimise l'adoption. Absolument. Merci Gonzague pour la transition. Alors en fait, j'avais participé une fois à un séminaire pour corroborer ce que tu viens de dire. Et on nous a posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un concert de musique est réussi? Bon, alors, évidemment, comme on avait fait des exercices musicaux avant, tout le monde s'est dit, il faut qu'on chante juste, il faut qu'on s'écoute, blablabla, vous imaginez toutes les réponses qui sortent. Et puis à la fin, le prof a dit, non, il faut que le public applaudisse. Ok? Donc une application réussie, c'est une application qui est adoptée. Alors il y a beaucoup de projet, où on peut se dire ça. Maintenant, il y a des spécificités au projet EPM qui font que cette mise en avant des champions qu'on évoque est particulièrement cruciale ici. Je vous donne un exemple. On travaille en ce moment avec une entreprise industrielle, un groupe international. 70% des critères de rémunération de toute la filière finance, et pas que, proviennent de l'applicatif. Vous imaginez bien que c'est légèrement sensible. Donc aussi, Gonzague faisait à l'occasion évidemment allusion à la qualité de la donnée. Là, je peux vous dire qu'elle est extrêmement surveillée et que si on ne prête pas attention à la qualité, évidemment, il y aura rejet et donc échec du projet. Donc, si maintenant, on peut vous donner quelques guides méthodologiques pour essayer de traiter tous ces points, eh bien, ils seront au nombre de 4. Il y en a un qu'on va faire dès la phase amont. Vous voyez, la première colonne, stratégie du changement. Évidemment qu'il faut identifier les différents types de populations et puis dire, bon, finalement, dans mes 150 utilisateurs peut-être, alors évidemment ça varie, on peut avoir 30 utilisateurs ou 3000, ça nous arrive. Évidemment, le nombre de relais est complètement fonction des populations que vous adressez, les différents cercles de population et de profils que vous souhaitez associés, soit en tant que contributeur, soit en tant que simple destinataire de l'applicatif. Mais cette stratégie doit évidemment jouer sur le fait d'avoir des champions internes à l'organisation qui vont relayer les discours, remonter les problématiques de manière à ce que les utilisateurs aient la sensation d'être à la fois informés et associés à l'évolution du programme. Alors ensuite, vous trouvez 3 aspects classiques de conduite du changement que nous faisons. On va voir après, on a parlé un peu des partages de responsabilités, mais globalement, on dit il faut communiquer, il faut former et accompagner. Donc, communiquer, évidemment, on va décliner la stratégie qui a été conçue en amont et je donnerai quelques exemples après sur des exemples clients sur la façon de communiquer aux différents cercles. Premier sujet. Deuxième sujet, ça on y pense généralement, on fait des newsletters, on fait des parcours, on le verra après Figito. Le deuxième aspect, c'est bien sûr la formation. Alors cette formation se décline tout au long du projet. Elle devrait, en toute logique, s'occuper des utilisateurs clés qui vont participer au design applicatif dès le départ, pour qu'ils comprennent les concepts et s'entendent très bien avec l'intégrateur. Deuxième sujet, c'est bien sûr la formation des administrateurs, parce que c'est eux qui vont vous garantir la possession dans la durée de votre applicatif et sa bonne évolutivité. Et le troisième aspect, c'est bien sûr la diffusion auprès de l'ensemble des populations de ce qu'ils ont à savoir, et sachant que vous pouvez avoir des profils différents. Et puis on insiste aussi, alors c'est pas toujours le cas, parfois on le sépare, mais nous on aime bien l'anticiper,
au profit des clients, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire le fait de dire, très bien, l'applicatif a été fait techniquement, il ne suffit pas d'exécuter encore une fois une pièce musicale sur une scène pour que ça se passe bien, il faut encore que les gens soient bien assis, bien disposés à votre égard. Donc, l'assistance opérationnelle, alors pour faire anglais, on parle parfois d'hypercare, mais en gros, c'est l'assistance à la mise en œuvre qui dure généralement quelques mois et qui garantit on va dire, l'acclimatation du projet chez vos clients internes. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire en termes de principe de conduite du changement. Si maintenant, j'ai fait allusion à quelques exemples, en voici un, exemple de parcours livrable, vous voyez qu'on peut utiliser différents moyens. Ça, c'est sur un grand compte, sur une technologie, mais c'est applicable finalement, adaptable surtout à la taille des organisations et à leur maturité. C'est un point très important, la prise en compte de la maturité des utilisateurs et utilisatrices dans les différents cercles vis-à-vis de ce type de solution. Et vous voyez qu'il y a différents moyens techniques, vidéo, communication sur un kit de démarrage, webinaire, newsletter, des interviews et le e-learning. Bon. Donc, on voyait bien qu'on va mélanger du présentiel et du distanciel dans ce genre d'exercice. Surtout si vous avez des grandes populations, il n'est évidemment pas possible de faire des séances de formation par un groupe de 8 et de les multiplier. Donc, on va faire des opérations du type Train the Trainer. Donc, on forme les champions précisément pour qu'ils relaient le speech de formation. On inclut des éléments directement dans l'applicatif pour que les utilisateurs et utilisatrices bénéficient d'aide en ligne, de manière à leur faciliter le travail et à réduire les risques d'erreur. Donc voilà un exemple de parcours et de livrable qui est bien sûr à définir dès la phase amont, mais qu'on va appliquer ici concrètement pendant le projet à des steps précis et à des intervalles réguliers pour tout ce qui est communication. Si l'on continue maintenant, vous avez dû vous rendre compte, si vous avez commencé le tour du marché, que certains outils maintenant proposent des expériences utilisateurs, UX pour parler franglais, qui favorisent l'adoption. Donc, la conduite du changement doit aussi s'appuyer là-dessus et piloter cet aspect-là d'expérience utilisateur afin de favoriser l'acclimatation dans vos organisations de l'applicatif. Et vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Alors, on n'a pas ici focalisé sur les livrables, vous voyez qu'ils sont en petit, c'est pas trop la question. C'est, ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de retenir les 3 étapes. Le premier, c'est bien sûr la définition des usages applicatifs. Est-ce que vous faites de la saisie budgétaire? Est-ce que vous remontez les liasses de conso? Qui le fait? Quels sont les personas, donc les profils types, qui vont interagir avec l'applicatif? Et surtout, n'oubliez pas l'administrateur, parce que là, ici, on dit utilisateur, il faut aussi l'entendre au sens large, avec des expériences d'administration, surtout si vous êtes en mode décentralisé avec des délégations d'administration. Le deuxième point, définir les expériences cibles, ça revient à dire, en fait, quand je fais mon budget, je passe par telle étape, telle étape, telle étape. C'est dans le fond la traduction d'un processus dans un applicatif. Et c'est là qu'on va pouvoir normaliser évidemment l'ensemble des accueils, des écrans, des pages, pour que l'utilisation soit la plus fluide possible. Et ça débouche sur la formalisation des écrans, leur design, et donc la conception des modèles d'expérience utilisateur. Voilà. Donc en dessous, vous avez plusieurs exemples. Vous avez la définition des personas sur votre gauche. Au centre, la liste des tâches nécessaires à l'accomplissement, au bon accomplissement d'un processus. Et puis, sur la troisième partie, vous avez des exemples de pages, soit de graphiques, soit d'accueil, soit de visualisation de tableaux, qui permettent de représenter, de concrétiser, d'incarner le processus à travers des modèles de représentation. Donc, voilà un des aspects, je dirais, à la fois assez classique et novateur, parce que tous les outils ne permettent pas ce genre de démarche. Et il est évidemment important de pouvoir en bénéficier. Ça peut être un critère d'adoption chez vous et donc aussi un critère de choix à prendre en amont. Ça n'est pas à négliger. L'ergonomie est un point qui est devenu extrêmement prégnant dans nos vies quotidiennes, à travers la digitalisation, les mobiles, etc. Il n'y a aucune raison que ça se limite à la porte et que ça s'arrête surtout à la porte de l'entreprise. Alors, bien sûr, ça doit être intégré dès le départ du lancement du projet, dès le build. Et on va voir maintenant qu'il y a plusieurs façons de
d'opérer ce build. Gonzague va revenir dessus. Et ce que l'on préconise, nous, c'est que cette UX fasse partie des phases de design le plus tôt possible. Très bien, merci Patrice. Alors, on voulait consacrer un sujet sur la partie lotissement et approche agile. Alors, finalement, vous allez voir, soit sur la slide qui va s'afficher, soit vous avez la méthode en V, soit la méthode agile. Alors, la question, elle n'est pas de se dire laquelle des deux je choisis. En fait, la question est de savoir différencier les approches en fonction soit de la nature du projet. Est-ce que j'ai un projet transformation finance autour de la consolidation statutaire qui est un peu plus normé, ou est-ce que c'est plutôt du FP&A, de l'élaboration budgétaire sur lequel il faut que je sois peut-être un petit peu plus agile pour pouvoir faire des itérations et puis enrichir mon modèle sans pour autant sortir du cadre que je me suis fixé. Deuxième point, c'est aussi en fonction de la durée du projet. Il est clair que sur un projet qui dure 6 mois ou un projet qui dure 3 ans, il est plus facile de faire de l'agilité ou des steps de méthode en V. Et puis enfin, l'idée, c'est de faire du développement aussi de blocs fonctionnels distincts, et donc ça peut aussi nous amener à choisir l'une et l'autre. Mais finalement, vous le comprenez, on ne peut pas être 100% méthode V ou 100% agile. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse adapter l'ensemble des processus pour pouvoir prendre le meilleur des deux en tenant compte des 3 sujets qu'on vous a partagés. Alors, on peut se poser aussi la question donc sur la suite de démystifier finalement le mode projet. Alors, Patrick, sur la slide suivante. Donc, on parle donc soit de régie, soit de forfait, mais finalement, il y a 4 contextes qui peuvent aujourd'hui induire soit du régie, soit du forfait. Le premier, c'est la culture d'entreprise. On a des entreprises qui sont habituées à travailler en mode forfait sur un périmètre qui est défini et donc de dérouler l'ensemble de ces projets. Et puis, on a des entreprises qui sont peut-être organisées de façon à traiter aussi de l'agilité. Donc, la culture d'entreprise va évidemment apporter un peu plus d'impact sur l'une ou l'autre des formules. La deuxième, finalement, c'est aussi qu'une méthode en V, elle se pilote plus facilement en forfait et une régie plus pour l'agile. Donc, on peut aussi avoir cette idée de se dire, finalement, la régie, le forfait, est-ce que c'est plutôt la méthode en V ou de l'agile? Donc, on a aussi ces 2 chemins à prendre. Le troisième, c'est la qualité du cadrage. J'en ai parlé également en amont, mais la qualité du cadrage qui aura été fait en amont va permettre aussi de choisir un projet qui est bien calibré, qui délimite le périmètre avec un bon niveau de détail et propice à un fonctionnement en régie. Et puis enfin, c'est le degré de décentralisation que l'on a dans les entreprises, que l'on peut constater. C'est la latitude qui est laissée à tout un chacun d'enrichir, de faire valoir un nouveau besoin. En mode décentralisé, c'est clair que c'est la régie qui sera plutôt proposée par la MOE, alors qu'en mode centralisé, le forfait qui garantit un montant fixe à la fin fera l'affaire. Donc voilà aussi sur le sujet pour démystifier un peu cette approche entre régie et forfait. Alors finalement, quelques facteurs clés de succès, et je dirais peu importe la méthode que vous allez embarquer. Tout d'abord, alors on essaie de le regrouper en 3 grands thèmes. Tout d'abord, c'est prioriser les quick wins. Alors par phase, par pilote, c'est important de montrer de la réussite, de communiquer. Ça va permettre de donner du rythme et de l'énergie. Et puis, ça va stimuler aussi l'appropriation par la vitesse. Donc ça, c'est important, des quick wins pour montrer que le projet, il avance et qu'il délivre. En 2, on pense qu'il faut porter une attention particulière pour intégrer les feedbacks en continu. Il faut magnifier le rôle des champions. Patrice faisait allusion un peu plus tôt dans ce webinaire. C'est important aussi de leur donner un vrai rôle à jouer entre les remontées des utilisateurs et le cadrage du projet et de regarder
Dans quelle mesure on peut venir l'enrichir avec des remontées concrètes et terrain. Donc le rôle des champions, il est primordial. Et puis ça permet aussi de se donner un coup d'avance sur la scalabilité de la solution. Toujours avoir en tête de pouvoir faire évoluer l'application sans pour autant sortir du planning initial. Et donc pour organiser tout ça, finalement ça découle de sources, c'est qu'il faut définir un process d'arbitrage sur les fonctionnalités. Pouvoir monitorer le planning et le budget, et puis toujours s'assurer de l'adéquation entre la solution et le besoin. Alors, quand je vous ai partagé les responsabilités des acteurs, j'ai cité le rôle de la data dans la réussite d'un projet EPM de transformation. Alors, la data, elle est partout. Et selon toi, Patrice, quels seraient les points saillants sur lesquels il faudrait insister? Alors, effectivement, on est tous des monsieur et madame Jourdain de la data, on en fait tous les jours. Alors, la data, qu'est-ce qu'on en fait dans l'EPM? On la collecte, on la modélise, on la représente, on l'édite, on la diffuse, on la consolide, on la vérifie, on fait des pistes d'audit dessus, on la répartit, on la simule. Bon, je vais le faire un peu plus court, mais vous voyez bien qu'il y a N façons de travailler ce qu'on appelle maintenant la data, ce qu'on appelait auparavant les données, peu importe. Et donc, quelques points clés quand même dans les projets EPM. Alors, si on est sur un projet de consolidation statutaire, c'est évident que la qualité de la donnée est un critère absolu. C'est pas relatif. À la limite, côté contrôle de gestion, vous allez chercher une plausibilité, vous allez chercher une liaison entre ça et les plans d'action, mais évidemment, même dans le contrôle de gestion, vous direz « Ah, c'est bizarre, je n'ai pas la même chiffre qu'en version 2, je suis en version 2.2, et là, j'ai un écart, je ne sais plus d'où il vient, d'accord, et je ne sais surtout pas qui l'a passé. » Donc, on voit bien que la donnée, ne pensez pas juste aux chiffres, la donnée, ça peut être l'individu qui a créé un ajustement, souvent de façon très justifiée, en disant « Ce ajustement, je n'ai pas le temps de le répartir avant le meeting de présentation, donc je le mets en version top et je passe un ajustement de XK, voire plus, pour présenter des marges tout à fait compatibles avec la patience de mon CFO. » Donc, vous voyez bien que l'aspect audit, bien sûr qu'il est en consolidation statutaire, et quand on dit piste d'audit, c'est non seulement comment le chiffre a été constitué, c'est-à-dire une liasse est remontée, et en fait, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans ce croisement entre le centre de coût et la nature, et donc j'ai derrière l'accès aux listes d'écriture qui ont constitué ce chiffre. Bon, ça c'est un audit du réalisé. Mais vous voyez bien que cette traçabilité s'applique aussi aux individus. Quand je vous ai cité un exemple de budget, disons 2 heures avant la presse, évidemment qu'il faut que vous puissiez disposer en ligne, dans l'applicatif, sur votre périmètre de responsabilité, bien entendu, de cette piste d'audit, cette fois-ci d'utilisation ou d'administration. Okay, donc certains outils maintenant permettent d'avoir cette pistes d'audit, donc c'est évidemment un point à regarder dès le départ. L'intégration, un système EPM n'est pas désincarné, il ne vit pas en l'air, il s'alimente toujours de systèmes amont, alors que ce soit des ERP, que ce soit des data lakes, que ce soit des systèmes RH, des systèmes de production, des systèmes de vente ou des systèmes logistiques pour la supply, évidemment que vous devez intégrer des données externes. Alors, des données, c'est au sens large. Ça veut dire que vous intégrez non seulement des données financières, mais ça peut être l'intégration de commentaires, ça peut être l'intégration aussi et surtout de master data, de données maîtres, de données référentielles qui sont ou pas structurées dans un outil de master data management. Parfois, le RP joue en partie ce rôle. Parfois, c'est le service juridique qui dit, ben voilà, moi, je suis obligé d'avoir un petit bout de MDM sur les entités parce que j'ai toute une série de caractéristiques juridiques attachées à l'entité et donc collabore très souvent avec une direction financière pour la partie de consolidation. Ce sont 2 exemples d'adhérence, mais il y en a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres. Donc ça, c'est le premier sujet et Gonzague, à juste titre, a insisté beaucoup sur cet aspect-là, l'aspect de qualité de la donnée. C'est évidemment le premier volet à prendre en compte. Alors le second, il était auparavant extrêmement clair et est devenu un peu plus flou. Alors pourquoi il est extrêmement clair? Parce que EPM et Data Lake ne sont pas les mêmes systèmes. L'EPM, bien souvent, travaille sur des données agrégées, très souvent travaille sur des données prévisionnelles et accepte des données en entrée. Parce que vous avez besoin de changer vos volumes, vous avez besoin de changer vos prix de vente, vous avez besoin de changer des taux de rebate, etc. etc. Okay,
Ça, c'est la frontière, on va dire, un peu historique. Et puis, le data lake, qui est le successeur du dataware, en fait, il stocke des données historisées, très détaillées. Donc, on va dire que c'est le reflet des systèmes opérationnels de type ERP ou SIRH ou système industriel ou TMS, etc. Mais c'est aussi, en fait, un morceau du pilotage. Et si on va au bout du raisonnement, l'ERP aussi fait un bout du pilotage, puisque si vous interrogez un compte client pour savoir où il en est de ses règlements, vous n'avez pas besoin ni de PM ni de data lake pour faire ça. Okay. Donc, on voit bien que la fonction de pilotage appliquée à la donnée peut déboucher en fonction du cas d'usage sur différents systèmes. Si je suis en reporting opérationnel, je suis dans l'ERP. Si je suis en reporting décisionnel, par exemple, je dis tiens, c'est quoi l'historique de mon DSO, de mon délai de paiement ou d'encaissement dans le cas présent, DSO, depuis 5 ans sur tel périmètre. Ça, c'est une question de type plutôt data lake, parce que vous allez tomber sur les événements opérationnels structurés, historisés. Okay. En revanche, si vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à gagner 1 jour sur mes délais, c'est quoi l'impact en cash? Évidemment, ça c'est le travail de l'EPM. Donc on voit bien que cette donnée est à structurer en elle-même, c'est la notion de golden record, mais bien sûr qu'elle va être utilisée avec différents cas d'usage, et donc elle va être structurée dans différents et être véhiculée donc à travers différentes couches du système d'information. Donc il est extrêmement important de définir relativement tôt, et si ça n'a pas été fait avant, évidemment on va le faire pendant le projet, et ça arrive très fréquemment qu'on dise tiens, si je peux faire ça, j'aimerais bien faire ça. Donc, on a parlé de structure d'arbitrage avec Gonzague tout à l'heure. Évidemment, dans les structures d'arbitrage, on va dire votre demande est extrêmement intéressante, mais c'est pas pour le PM parce que elle est trop fine. Je vous donne un exemple. Là, on a un cas client qui nous dit moi, j'aimerais bien vérifier l'état de mes stocks en fonction de leur délai de rotation, et je suis au niveau de l'article et du client élémentaire. Vous n'allez pas faire ça dans un EPM. Vous allez le faire dans un data lake dont c'est la fonction. Parce qu'ensuite, il va classer évidemment les produits en fonction d'un taux de rotation A, B, C, etc., pour essayer d'optimiser le niveau de ses stocks. Voilà un autre exemple de la bonne utilisation du bon système pour la bonne data. Après, stratégie de reprise. Ça, c'est un grand classique, notamment des projets de conso statutaire. Vous savez que beaucoup d'entreprises vont migrer leur système pour des raisons notamment d'obsolescence, mais on l'a vu tout à fait au début aussi pour des raisons de process. La stratégie de reprise est à définir très tôt. Si ça n'a pas été fait en phase amont, vous devez le définir dès les phases de design, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, elles sont extrêmement coûteuses potentiellement. Si vous voulez reprendre 10 ans d'historique, ça va vous coûter beaucoup d'argent, parce que vous devez certifier le fait que les chiffres que vous reprenez sont conformes à ce que vous avez publié. Donc, c'est évidemment parfaitement indispensable quand vous êtes en consostat. Évidemment, en gestion, ça peut être un peu plus souple. Néanmoins, sur une durée aussi longue, vous avez forcément vécu des événements de restructuration, des événements de réorganisation qui font que les données ne sont pas directement comparables. Donc, il y a un véritable enjeu de définir ça dans votre stratégie de reprise. Et on va terminer par le dessert, c'est-à-dire une tarte à la crème, l'IA. Alors, l'IA, on en parle tous les jours. Je n'ai pas encore vu 40 cas d'usage tout à fait opérationnels, mais schématiquement, on peut donner 2 grands rôles. Un rôle prédictif et un rôle de productivité. Le rôle prédictif, ça consiste à dire, aujourd'hui, je fais des prévisions manuellement, basées sur l'intelligence des gens. Et est-ce qu'il serait possible d'avoir un système qui me permette d'avoir un appui, qui me dise, tiens, vu ton historique, vu ce qui s'est passé, vu les événements, a priori, tes ventes devraient aller là. Évidemment, on en rêve tous. Maintenant, ça n'a rien de récent, c'est un vieux rêve. Moi, j'ai vu les premières démos data mining il y a plus de 10 ans sur ces sujets. Et donc, c'est un point intéressant, c'est un point d'appui, c'est un point de corroboration de vos propres chiffres et de vos propres estimations, mais n'attendez pas non plus monts et merveilles. Le deuxième rôle, à la limite plus intéressant, c'est un rôle de productivité. Je dois rechercher les informations dans une masse de data disponible. Évidemment que l'IA peut m'aider à accomplir cette recherche, à accomplir, par exemple, un report. Vous avez certainement vu des présentations d'outils, on vous dit, tiens, j'aimerais un rapport par entité croisée business unit pour voir la structure de mon business, j'aimerais un croisement produit client pour voir... Auparavant, vous faisiez tout ça à la main.
Là, on se doute bien que si la requête humaine, en langage naturel, est bien posée, c'est assez logique qu'une machine puisse répondre à des interrogations de type query. Donc voilà les deux rôles pour nous, les deux rôles principaux de l'IA. Donc on arrive en fait ici à l'avant-dernière couche de nos recos pour les bonnes pratiques. On va voir maintenant avec Gonzague la couche support, si je puis dire, la couche technologique qu'il faut assumer en termes de qualité pour que tout se passe bien dans la durée. Merci Patrice. Alors en effet, dans une certaine saga, il ne fallait pas sous-estimer le pouvoir de la force. Voilà, j'ai réussi à le placer. Bien joué. Il a gagné le pari. Dans notre contexte, nous pensons qu'il ne faut pas sous-estimer l'efficacité technologique grandissante des solutions applicatives qui sont sur le marché. Alors, chez Clip Performance, nous faisons à la fois du conseil et de l'intégration de solutions. Notre particularité finalement par rapport peut-être à d'autres confrères, c'est que nous sommes agnostiques des éditeurs puisque travaillons avec nos 120 consultants sur 5 des meilleures solutions du marché et nous sommes confrontés chaque jour au travers des événements, des formations à l'efficacité sur chaque technologie. Alors, lorsque vous lancez dans un projet de transformation, n'hésitez pas à partir sur un POT, un Proof of Technology. Par expérience, et puis pour avoir mené des projets de transformation en tant que client, chaque éditeur est capable d'apporter des preuves tangibles, techniques, mais ne vous privez pas de solliciter des clients sur des références volumétriques comparables pour étalonner vos résultats, pour vous rassurer. L'assurance, elle fait partie de la réussite. Et donc, surtout, c'est du concret et puis c'est perçu dans un projet applicatif par les utilisateurs finaux. Donc, surtout, ne bypassez pas cette possibilité. Vous pouvez également aussi procéder à des tests de montée en charge. Donc, pour ça, il existe des outils chez les intégrateurs qui peuvent vous aider à calibrer les jeux de test et également s'assurer que la solution que vous allez choisir ou que vous avez déjà choisie va pouvoir répondre à des cas bien particuliers. Et puis, certains d'entre vous ont encore une culture IT alors qui préconise une possession technique, autrement dit de l'internalisation sur du on-premise. Alors même si de moins en moins d'éditeurs le proposent, finalement la réduction du risque à exposer ces données en dehors de l'entreprise, elle est quasi nulle. C'est parfois même meilleur qu'en interne, parce que les moyens qui sont engagés par l'ensemble des éditeurs, ils sont colossaux. Évidemment, aucun ne peut prendre le risque d'une faille, même si le risque zéro n'existe pas. On pense et on constate qu'il est quand même mieux garanti de temps en temps que dans les entreprises. Alors, les avantages du passage au cloud, ils sont par contre nombreux. Entre les mises à jour de version, la gestion des performances, donc la mémoire vive qui est allouée à l'ensemble des serveurs, des processeurs, des processus, mais également des différentes tâches, des tâches d'import, des tâches de calcul, des tâches de restitution. Ça, ce sont des choses qui sont déjà prises en charge par les éditeurs au travers de leur offre cloud. Un élément particulier aussi, c'est le support. Le support, il peut être 24/24, 7 jours sur 7, over the sun, comme on dit. Donc, quand vous êtes implanté à l'international, il est aussi important de pouvoir avoir cette couverture qu'on a de temps en temps du mal à internaliser. Donc, tous ces services, finalement, concourent à une plus grande réussite du projet, mais pas que, aussi de l'après-projet. Alors, l'après-projet, nous pensons qu'il faut l'aborder dès l'avant. Et donc, Patrice, en guise de conclusion, quelques mots sur la suite? Oui, alors vous savez, dans la mythologie grecque, il y a 2 frères, dont un est très connu, l'autre moins, mais malheureusement, on ressemble beaucoup plus au second qu'au premier. Donc le second s'appelle Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après avoir agi, et le premier, c'est Prométhée. Alors il est très connu pour avoir amené le feu aux hommes, après l'avoir volé aux dieux, mais il est surtout connu pour réfléchir avant d'agir. Donc c'est évidemment cette mise en perspective qu'on va concrétiser maintenant. Ce qui est important pour vous,
c'est pas tellement que le projet soit techniquement réussi, c'est bien sûr que vous en possédiez la quintessence fonctionnelle et méthodologique et technique dans la durée. Okay. Donc, ça veut dire que ce point-là doit être défini bien avant la fin du build, bien avant la phase de construction, pour que vous ayez au moins défini une orientation de ce que vous désirez. Le mieux, là, peut être l'ennemi du pire. Vous pouvez parfaitement dire « Ah, moi, je veux être absolument autonome. » Soit. Et donc, il y a des moyens à engager là-dessus. Ou alors vous dire « Ah non, mais c'est pas réaliste parce que moi, j'ai pas les équipes en interne. J'aimerais avoir un certain degré d'autonomie. » Et bien sûr que vous voyez apparaître le bleu et le violet en dessous et qu'on va prendre différents types d'actions et vous les préconisez et les chiffrer, bien entendu, avant le projet ou pendant. Dans tous les cas, ne pas attendre le go live, évidemment, pour se préoccuper de tout ça. Alors, si c'est haut, c'est-à-dire si vous dites, oh là là, moi je suis le roi du monde et je veux tout faire, je caricature bien entendu, eh bien ça veut dire que il y a plusieurs moyens à déployer pour arriver à cet objectif parfaitement respectable, c'est de dire, est-ce que je peux associer certains de mes contrôleurs, certains de mes consolideurs, certaines de mes personnes data en co-réalisation sur certains sujets pour monter en compétences. On sait que la courbe d'expérience, elle est par palier, elle n'est pas progressive, elle est différente sur des rapports, des masques de saisie, des règles de calcul, des remodélisations. Évidemment, tout ça se planifie, se répartit dans le temps en fonction des degrés de difficulté. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est le dimensionnement des équipes internes. Ça veut dire qu'il vous faut au moins 2 administrateurs fonctionnels pour gérer cet applicatif, et il vaut mieux qu'il soit associé dès le design pour comprendre comment le métier que vous avez essayé de représenter a été concrétisé dans la modélisation et dans les processus applicatifs. Et puis, quelle est la position des métiers et de l'IT par rapport à ce sujet? Qui va faire la maintenance? Est-ce qu'il y aura une répartition? Alors maintenant, évidemment, comme Gonzague l'a dit, on a beaucoup d'aspects cloud, donc on va dire que l'infra n'est plus vraiment un sujet en soi. En revanche, la surveillance des performances peut en être un, comme on l'a vu. Donc, ça n'est pas 100% métier ou 100% IT, c'est bien souvent une collaboration qui est requise dans ces cas de gestion haute de la mise en autonomie des équipes clientes. Okay. Si vous êtes low, eh bien, tout simplement, là, il va falloir définir le degré d'autonomie que vous souhaitez. C'est-à-dire dire, écoutez, moi, je vais traiter moi-même les requêtes de niveau 1. Requête de niveau 1, c'est j'ai pas pu me connecter, c'est bizarre, le calcul ne donne pas ce que j'attends. Et bien souvent, sur les erreurs de compréhension applicative. Il peut rester des bugs, ça arrive, mais bien souvent, sur les erreurs de compréhension. Donc là, il faut définir une matrice de responsabilité, un RACI, qui intègre comme si vous aviez en interne une équipe experte sur les niveaux que vous avez choisi de déléguer. Donc, dans tous les cas, c'est évidemment vous qui continuez à être dirigeant sur cette opération, évidemment, mais évidemment qu'il faut définir ces niveaux et définir le niveau de service que vous attendez. Et puis, on a mis ici le parcours ticketing parce qu'il ne faut pas que l'utilisateur attende plus de X temps, évidemment, sur des tickets, notamment quand ils sont gênants dans le cadre d'un processus budgétaire, notamment ou d'une consolidation statutaire. Alors, on arrive maintenant au terme de ce cours exposé. Alors, pour finir, et peut-être recommencer d'ailleurs, nous invitons avec Gonzague à tout simplement flasher les QR codes que vous voyez pour revenir sur les différents webinaires antérieurs que nous avons eu le plaisir de partager avec certaines d'entre vous. Donc, depuis le 1 jusqu'au 5, et le 5, c'était le fameux épisode 1. Alors, nous allons maintenant traiter vos questions. Il y en a plusieurs dans le chat. Oui, ça va être, il va nous rester 1 minute pour traiter les questions. Mais... On va faire ça avec le sabre laser, bien entendu. Alors, il y a une première question autour de la conduite du changement. Donc, qui est le mieux placé pour faire cette conduite du changement? Est-ce que c'est l'intégrateur ou la MOA? Alors, c'est vrai qu'on a parlé des deux instances. Le pilotage de la conduite du changement, pour moi, il est côté MOA entreprise parce qu'il connaît le fonctionnement, connaît les équipes. Par contre, la MOE est capable de fournir du processus, comme l'a décrit Patrice un peu plus tôt dans le webinaire,
avec des outils que l'on peut mettre à disposition, des outils de questionnement, des outils de suivi d'adoption, etc. Et donc, ça, l'intégrateur est capable, en tout cas chez Q-Performance, nous avons un service dédié et c'est une offre complémentaire que l'on peut apporter qui aussi, elle est éprouvée et elle permet aussi de gagner du temps dans la conduite du changement, mais il faut un relais sur le pilotage qui ne peut se faire qu'un binôme. Hein. C'est un binôme gagnant entre MOE et AMOA. Patrice, si tu veux ajouter quelque chose? Non. Tu as été assez complet. C'est bien souvent une collaboration qui marche le mieux parce que nous fournissons en tant qu'intégrateur les éléments, on va dire, opérationnels, techniques, méthodologiques. Et bien souvent, évidemment, comme tu l'as dit, c'est la MOA qui peut un peu mieux connaître les utilisateurs dans certains cas. Alors, une deuxième question sur... alors là, on va essayer de pareil, refaire un webinaire de 45 minutes, mais quelle est votre perception des apports de l'IA proposés par les éditeurs aujourd'hui? La perception, elle est double, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'une part la prévision et d'autre part la productivité. J'ai peut-être en complément donné un exemple de productivité. On travaille encore chez Rémy Cointreau pour leur système de consolidation statutaire, de gestion et la budgétisation des frais de siège. Il se trouve qu'ils ont un seul mandant SAP mondial. Alors, c'est très bien sur le papier. La contrepartie de cette homogénéisation, c'est que pour que tout le monde adhère, plusieurs axes de destination commerciale ont été ouverts, puisqu'ils vendent évidemment sur différents marchés géographiques, différents produits, à travers différentes filiales, différents canaux. Par exemple, quand vous allez dans un aéroport, évidemment, le duty-free, etc., etc. Donc, il y a, hors produits et entités, 4 axes commerciaux. Le budget, notamment les budgets de public promotionnel ou les budgets de vente, se font bien sûr sur ces croisements. Alors, vous imaginez bien que quand vous croisez toutes les entités, les pays du monde, etc., les canaux, etc., vous pouvez vous retrouver devant un océan d'emplacements possibles. En clair, quand le contrôleur, lui, reçoit les éléments réels et qu'il essaie de faire son contrôle budgétaire, c'est quand même la chose classique pour un contrôleur de gestion, il a beaucoup de mal à recoller les morceaux parce que, bien sûr, les saisies réelles ne sont pas forcément en face exactement des saisies budgétaires. Non pas que les comptables aient mal fait leur boulot, mais ils l'ont fait en toute âme et conscience s'ils se sont plantés. Donc, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que là, l'IA pourrait parfaitement dire à chaque contrôleur, dans ton périmètre, ce mois-ci, fais attention, tu as 3 croisements dans le PM qui n'existaient pas dans ton budget. Typiquement, vous voyez, ça évite de partir avec sa petite barque sur l'océan et d'aller pêcher son poisson sans savoir trop où il se trouve. Vous voyez. Donc ça, c'est un exemple très concret qu'on envisage de mettre en œuvre pour Rémy Cointreau. Voilà. La suivante est peut-être pour toi, la méthode d'implémentation. Oui, alors très rapidement, dans quelle mesure la méthode d'implémentation cycle en V ou agile dépend de l'outil à mettre en place? Alors, c'est vrai que certains éditeurs apportent aussi une méthodologie qui leur est propre. J'ai en tête OneStream, par exemple, avec sa méthodologie Prime, qui déroule finalement qui aborde finalement le projet selon un certain nombre d'étapes et qui permet de garantir une implémentation totalement réussie. Donc là, c'est quand vous avez dans le dispositif l'éditeur qui est aussi fortement impliqué. Et donc, à ce moment-là, notamment sur le cas de OneStream, il peut apporter des éléments d'une méthodologie qui soit un peu hybride, finalement, parce que c'est sa propre méthodologie, mais effectivement, certains éditeurs apportent des solutions. Très bien. Je vous propose, je vois qu'il y a 49 minutes, nous sommes à 49 minutes, on a un petit peu dépassé, donc désolé. Simplement, pour conclure, on vous laisse ici évidemment nos coordonnées à Gonzague et moi. N'hésitez pas à télécharger cet événement et ou à nous envoyer un mail ou à nous passer un coup de fil. On répondra évidemment à toutes les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser dans ces 45 minutes. Merci à toutes, merci à tous, et puis donc à bientôt. Le prochain webinaire aura lieu début 2026 pour l'après-projet. Bonne journée. Merci. Merci.